L'orateur du jour, ben, comme Diego l'a déjà dit, ce sera Arthur de Sachy, qui naît à Paris et qui travaille uniquement en consultation à domicile pour l'instant. Et donc, il a déjà présenté le webinaire que vous allez voir ce soir dans d'autres organismes de formation. Donc, normalement, ça roule pour lui. N'hésitez pas à lui poser des petites questions un peu méchantes, il aime bien ça. Mais donc, voilà, il intervient aussi dans une IFMK, donc une école de kiné en France, à Orléans, sur cette thématique-là. Et il est membre de différents groupes qui sont en lien avec la présentation de ce soir, que ce soit au niveau social avec plus un projet sur les réfugiés, ou bien vraiment sur l'impact entre la kinésithérapie, enfin, entre autres le domaine de la santé et le climat. Voilà, s'il y a des choses que j'ai oubliées, Arthur, tu n'hésites pas à intervenir pour te présenter au mieux. Et donc, eh ben, on vous laisse avec Arthur pour cette présentation. Et si vous avez des questions, c'est donc dans le chat. Diego et moi, on fera le nécessaire pour essayer de les reprendre toutes et de les reposer en fin de webinaire. Donc, vous pouvez les poser un petit peu quand vous voulez pendant la présentation et pas forcément attendre la fin. Voilà. Arthur, c'est à toi. Je te laisse partager ton écran. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer déjà par remercier Julien et Diego pour l'invitation à ce webinaire. C'est un véritable plaisir d'être là avec vous ce soir. Et donc là, on va partir sur un peu plus d'une heure. On va parler ensemble de santé et de climat, et notamment comment ça a un impact sur notre santé et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de rendre nos cabinets et notre pratique un peu plus écologiques. Alors, je vais commencer par vous parler de comment ça va se dérouler, la formation. Donc, on va d'abord commencer du coup par une présentation des différents impacts que les changements climatiques peuvent avoir sur la santé humaine. Je vous ferai un point aussi sur l'impact que le système de santé a sur l'environnement, parce que c'est important de se rendre compte de certaines choses. Et ensuite, on rentrera vraiment dans le cœur du sujet qui vous intéressera un peu plus sur la mise en pratique, donc avec la gestion des déchets, la gestion de la consommation de nos cabinets, la façon dont on peut sensibiliser nos patients à aussi une pratique plus écologique ou comment interagir avec nos patients sur cette question d'environnement et de santé. Et une petite conclusion rapide. À la fin de ce webinaire, ce que j'aimerais pour qu'on ait rempli ces objectifs, donc c'est-à-dire que vous ayez compris les liens qu'il y a entre les changements climatiques et la santé, que vous soyez capable d'identifier les facteurs qui contribuent les facteurs contributeurs positifs et négatifs dans vos cabinets, donc que ce soit savoir identifier ce qui est bon pour l'environnement et ce qui est plutôt moins bon, et surtout savoir et connaître des actions éco-responsables que vous pouvez mettre en place de votre côté. Donc j'espère que ces objectifs correspondent aussi à ce que vous aviez quand vous vous êtes inscrit à cette formation. Voilà. Donc on va pouvoir commencer, et on va commencer, en fait, c'est vous qui allez travailler principalement. Alors, je vais vous inviter à aller sur le site que vous voyez là, WooClap, qui s'affiche en haut, parce qu'en fait, on va commencer par un petit brainstorming où vous allez pouvoir me dire ce que vous pensez. Je vous mets le lien aussi dans le chat si vous voulez cliquer directement dessus. Voilà, et normalement, une fois que vous êtes dessus, vous pouvez répondre directement. Donc, écrire tout ce que vous pensez à la question « Quels sont les impacts
de l'environnement sur la santé humaine. Donc, vous pouvez écrire tout ce que vous pensez. Et donc, ça peut être des mots-clés, des phrases, ce genre de choses. Et ensuite, on fera un petit tour ensemble. Ok, alors, ça arrive petit à petit. Donc, j'ai vu pathologie cardiovasculaire, problèmes respiratoires, cancer, allergie, pollution, stress, bien-être, ouais, déchets, ok. Ok, on va se laisser encore quelques instants si vous voulez écrire. Donc là, plus que les mots en détail, ce qui est important à retenir, et c'est ce dont vous avez tout à fait raison, c'est qu'il va y avoir énormément d'impact de l'environnement sur la santé humaine. Et ça va être des impacts qui vont être très différents, que ce soit sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la santé sociale. Et c'est ça qu'on va passer un peu en revue après, tous ensemble. Donc voilà. Ok, très bien. Vous pouvez ne pas quitter WooClap parce qu'il y aura une autre question après. Alors, on va commencer par une présentation générale des liens entre du coup l'environnement et la santé humaine. Et je vais commencer par vous présenter ce que l'OMS appelle comme étant la santé environnementale. Donc c'est c'est la la grande thématique de ce webinaire. Et donc en fait, la santé environnementale, c'est la définition qui est donnée par l'OMS. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est un ensemble de facteurs. Donc là, il cite par exemple physique, chimique, biologique, socio, psychosociaux et esthétiques de notre environnement qui vont influencer notre santé. Et surtout, ça concerne la politique et la pratique de tout ce qui va être gestion, résorption, contrôle et prévention des facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'affecter la santé de notre génération et des générations futures. Donc c'est une thématique, c'est une définition qui est assez large, qui est assez globale. Et en fait, ce qui est important à retenir, c'est que tous les facteurs qui peuvent influencer potentiellement euh, notre santé et qui font partie de notre environnement, mais aussi notre environnement, comme je l'ai dit, physique, psychosocial et biologique, c'est des choses qui vont rentrer dans cette catégorie de santé environnementale. À côté de ça, cette roue présente un peu plus de façon détaillée les impacts du changement climatique et des changements climatiques sur la santé humaine. C'est un graphique qui vient du Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis et qui est tiré d'une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que je vous représente un peu après. Ce qui est important à voir, c'est qu'il y a un peu 3 niveaux dans cette roue qui présentent de façon globale les liens entre notre environnement et la santé humaine. Il y a la roue à l'intérieur qui représente les effets que les changements climatiques ont sur notre environnement. Donc, on a une augmentation des températures, une augmentation des événements climatiques extrêmes, une augmentation du niveau de la mer et une augmentation du niveau de CO2 dans l'air qu'on respire. Donc ça, c'est ce qui est causé notamment par les changements climatiques actuels. Et la deuxième roue, c'est de façon un peu plus détaillée ce que ça va entraîner. Donc l'augmentation des températures, ça va entraîner une augmentation des températures extrêmes auxquelles on est confronté, ainsi qu'une augmentation des conditions climatiques extrêmes. L'augmentation des, des conditions climatiques extrêmes, ça va entraîner notamment des risques pour la pollution de l'air, ça on en revient un peu plus en détail, etc., etc. Et ensuite, tout autour, on a ce que ça va notamment entraîner comme impact sur notre santé humaine. Donc, par exemple, si on prend la chaleur extrême, ça va entraîner des pathologies liées à la chaleur, notamment des pathologies cardiovasculaires et notamment des pathologies cardiovasculaires. Si on prend l'augmentation du CO2, on va entraîner notamment des malnutritions et des pathologies à type diarrhée. Ça, on en revient aussi tout à l'heure. Là où on ne s'attardera pas, c'est sur l'impact de la qualité de l'eau sur la santé humaine,
parce que ça concerne moins notre domaine de compétence en tant que kinésithérapeute. Donc ça va entraîner notamment des modifications, dans tout ce qui est épidémie notamment de choléra. Et l'autre point qu'on n'abordera pas ce soir, c'est la modification du rythme et de l'impact des vecteurs de pathologie, notamment les moustiques, et donc du coup qui vont être aussi modifiés avec les changements climatiques et qui vont du coup entraîner une évolution des épidémies, notamment de malaria et de dengue, qui vont se retrouver dans des endroits où il n'y en avait pas jusqu'à présent, où on va avoir, ou dans d'autres endroits, il y aura une recrudescence avec une augmentation de cette épidémie-là à cause de la modification des vecteurs insectes, notamment des moustiques. Le reste, on va l'aborder un peu plus en détail dans la suite. Juste avant de continuer, si je parle trop vite, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et j'essaierai de ralentir. Du coup, on va commencer par le plus évident, qui est l'exposition à la chaleur. Il y a énormément, on le voit dans les médias, dans plein de rapports, une constatation que les températures augmentent de façon... Ok, j'ai reçu un message un peu rapide. Alors, on voit que les températures à la surface du globe ont tendance à augmenter depuis de nombreuses années. Et donc, du coup, la question se pose, c'est quel impact aura cette augmentation de température sur notre santé humaine? Et notamment sur la mortalité qu'on peut avoir. Là, on va d'abord commencer par le graphique qui est juste au-dessus du titre. Donc là, vous avez c'est une double courbe qui nous montre en fait la température moyenne par jour à laquelle on est exposé et par rapport au degré d'humidité dans l'air. Et en fait, les courbes elles nous montrent l'endroit à partir duquel la température à laquelle on est exposé devient mortelle pour l'être humain. Donc, on voit que grossièrement, quand on est entre 30 et 40 degrés et un peu plus, donc c'est en fait toute cette partie après la courbe rouge, en fonction du degré d'humidité, entre 30 et 40 degrés, on est potentiellement exposé à une température qui a un risque extrêmement néfaste et un risque mortel pour notre santé. Ça, vous avez l'étude qui est sortie, d'où est tiré le graphique juste à côté là. Et donc là, c'est important à retenir parce que si on augmente les températures auxquelles on est exposé, on va aussi augmenter du coup le risque de temps passé au-dessus de cette courbe de seuil de mortalité. Dans cette même étude, il conclut que, au vu des prédictions d'évolution des températures, on passera à peu près il y aura entre 50 et 70 de la population mondiale qui sera exposée à des températures supérieures au seuil mortel pendant plus de la moitié de l'année. En fait, c'est un risque important à prendre en considération parce qu'il y a des moyens d'éviter ce genre de choses. Il y a des moyens d'éviter l'exposition à des températures extérieures, mais qui sont aussi à mettre en place. Mais il y a aussi des choses qu'on ne pourra pas trop régler si on ne prend pas des mesures pour justement réduire cette élévation de température qui nous guette. Et surtout, là où ça devient intéressant pour nous, et là, on va s'intéresser au graphique en dessous, celui qui montre une courbe qui évolue. Ce graphique-là, il montre l'évolution du nombre de personnes âgées de plus de 65 ans qui décèdent suite à la chaleur, à une exposition à des températures trop importantes. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à noter à partir de ce graphique-là et qui vont concerner notamment notre pratique kiné. C'est déjà, on voit une augmentation. Entre les années 2000 et 2018, on a une augmentation du nombre de personnes âgées qui décèdent liées à des causes d'exposition à la chaleur. On a presque doublé le nombre, donc on est passé de 150 000 à pratiquement 300 000, un peu moins de 300 000. Donc cette grosse évolution, elle est aussi à tempérer par le fait que la population des plus de 65 ans dans le monde, elle a augmenté. Donc c'est aussi normal que le nombre de personnes qui décèdent augmente. Mais c'est aussi important de voir que, en fait, plus les années passent, plus il y a de personnes qui meurent
à cause d'une exposition à des températures trop élevées. À côté de ça, on sait qu'on a eu une augmentation des températures depuis notamment les années 90 et 2000 qui s'est fortement accélérée. On voit les pics de 2003, notamment il y a eu une canicule, notamment en France. En Belgique, je ne connais pas trop l'impact de la canicule de 2003, mais en tout cas, on a les pics. Et pareil pour les expositions en 2010. Donc, on a certains pics comme ça qui sont liés notamment aux canicules. Et en fait, là où ça devient important, c'est que la population mondiale, elle a tendance à vieillir, et donc on aura de plus en plus de personnes âgées dans nos cabinets. Et donc, c'est une chose qu'il faudra prendre en considération quand on fait de la rééducation avec des personnes âgées, c'est qu'elles sont à risque, notamment face aux températures extérieures. Et donc, il faudra prendre en considération ça quand on les prendra en soin et qu'il faudra faire attention à la façon dont on les rééduque quand il fait trop chaud pour ne pas les exposer à des risques trop importants. Et en plus de ça, on sait que on peut penser, plutôt, on peut penser que comme on a une augmentation de la population âgée, on va avoir une augmentation des populations âgées qui viennent nous voir dans nos cabinets. Et donc, on aura potentiellement de plus en plus de personnes qui vont venir avec des problèmes, notamment cardiovasculaires, dus à une exposition à la chaleur. Et qui vont venir pour des rééducations cardiovasculaires dans nos cabinets, justement parce qu'ils ont eu des troubles qui se sont déclenchés dus à l'exposition à des températures trop importantes. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que, et là, on va regarder la carte juste au-dessus, c'est que même si l'évolution des températures, elle se calcule au niveau mondial, c'est-à-dire on dit qu'il y aura une augmentation à la surface du globe de +1 à +6 degrés. L'impact de cette température sur le taux de mortalité, il est variable d'un pays à l'autre. Et donc là, vous voyez, en fait, ce graphique qui vous montre le nombre annuel de morts attribués à la chaleur. Plus c'est foncé, plus c'est élevé. Et donc là où c'est intéressant à voir, c'est que dans les pays qui, culturellement, ou plutôt sociologiquement, ont tendance à être affectés à des températures plus élevées, ils sont moins sensibles à l'élévation des températures sur la mortalité. Donc c'est notamment autour des tropiques et notamment en Afrique, avec cette petite incohérence dans les pays nordiques européens. Mais par contre, sinon, on voit bien que les pays qui sont le plus à risque de pathologies et de décès liés à la chaleur, c'est notamment les pays nordiques ou les pays de l'hémisphère nord, en tout cas. Et donc, du coup, c'est une problématique qui va nous impacter encore plus parce que c'est des populations qu'on a dans nos cabinets. Donc voilà, en conclusion, sur l'exposition à la chaleur, c'est quelque chose qui a un impact sur l'exposition à des températures élevées a un impact sur notre santé. Et le problème, c'est que du coup, si on augmente la température extérieure de façon globale, on va augmenter le nombre de personnes qui sont à risque soit de déclencher des pathologies cardiovasculaires, soit à risque de décès complètement. Voilà pour l'exposition à la chaleur. Le but, c'est de faire plutôt un aperçu global de un peu tout ce qui se passe sans forcément rentrer toujours dans le détail. Et en fait, là où ça devient encore plus sournois, c'est que la chaleur, elle n'a pas uniquement un impact sur les pathologies cardiovasculaires qu'on risque de développer, mais ça a aussi un impact sur la pollution aérienne. Parce qu'en fait, il y a plusieurs études, et notamment celle qu'on voit pas très bien, qui est en dessous de l'image grise là, mais à la fin, il y a la bibliographie si vous voulez vérifier. Ils se sont rendus compte, c'est une étude qui a été faite en Australie, que il y a eu ils ont trouvé une corrélation positive entre l'augmentation des températures et le passage aux urgences pour problèmes respiratoires. Et donc en fait, la corrélation, c'était que plus il fait chaud, plus les gens consultent les urgences parce qu'ils ont des problèmes respiratoires. Et en fait, ça se traduit simplement par le fait que quand les températures augmentent, les particules fines sont beaucoup plus volatiles, elles restent beaucoup plus facilement en suspension dans l'air et donc elles sont beaucoup plus facilement inhalées. On parle de particules fines, c'est à partir d'une certaine taille qui les différencie de ce qui va être des gaz. Et en fait, c'est notamment ce qu'on va retrouver dans toutes les fumées, et notamment les fumées d'incendie, qu'on trouve beaucoup plus quand il y a une augmentation des températures. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver notamment dans le pollen, qui est un des facteurs de risque de l'asthme et des troubles respiratoires chez de nombreuses personnes.
un chiffre qui commence un peu à dater, parce que ça date de 2015, c'est que d'après l'OMS, il y a 2,3 milliards de personnes dans le monde qui sont exposées à un taux de particules fines supérieur aux recommandations. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a 2,3 milliards de personnes qui sont exposées à des risques pour leur santé respiratoire. Voilà. Donc, la chaleur, ça a un risque, comme on l'a vu juste avant, sur le développement de pathologies cardiovasculaires et sur la mortalité, notamment des personnes âgées. Ça va aussi avoir un risque sur notre santé respiratoire. Et donc, ça veut dire que potentiellement, si on augmente encore une fois ces températures à la surface du globe de plusieurs degrés, on va être exposé plus régulièrement à des températures importantes qui vont favoriser la propagation de particules fines. Et donc, on va se retrouver avec de plus en plus de patients qui vont venir nous consulter pour des problèmes respiratoires. Et donc, ça veut dire qu'on a potentiellement une évolution de l'épidémiologie de nos patients dans nos cabinets avec une augmentation des problèmes cardio-respiratoires, notamment liés à une augmentation des températures extérieures. Et bien sûr, les problèmes respiratoires, ils vont pas venir uniquement des particules fines qu'on va respirer. Il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu et il y a notamment la pollution de l'air liée au gaz et notamment au CO2. Là, sur l'image orange, ce qui est important à retenir, et c'est le message qui est important à retenir de toute cette diapositive, c'est que c'est une étude qui provient de l'OMS qui est sortie en 2016, c'est que la santé respiratoire d'une population, elle est inversement proportionnelle au niveau de pollution atmosphérique. Donc ça veut dire grossièrement que plus le niveau de pollution atmosphérique augmente, plus on aura une augmentation de la prévalence des troubles respiratoires dans notre population. Et en même temps, ça c'est un chiffre qui pareil commence à dater. Malheureusement, j'ai pas trouvé de données un peu plus récentes. Et déjà en 2012, on avait déjà 3,7 millions de décès prématurés qui étaient attribuables à la pollution de l'air extérieur. Donc c'est-à-dire que, certes, la santé respiratoire, elle est inversement proportionnelle, mais là où ça devient dramatique, c'est que inversement proportionnelle au point qu'il y ait plusieurs millions de personnes dans le monde qui décèdent à cause de cette pollution de l'air extérieur. Sur le graphique de gauche, c'est la part des morts prématurées liées notamment aux particules fines et donc à la pollution de l'air qui sont attribuées, c'est la part de décès en fonction des secteurs producteurs de particules fines. Ce qui est important à retenir, de un, c'est qu'il y a énormément de domaines qui vont produire des particules fines qui sont responsables d'une dégradation de notre santé au point de causer des morts prématurées. Donc, on a notamment l'agriculture, l'industrie, les transports, euh, et il y a aussi toute une partie d'exposition naturelle à un taux de particules fines. Parce que de façon naturelle, comme j'ai dit, il y a notamment le pollen, qui est quelque chose de naturel auquel on peut être naturellement exposé sans que cela entraîne, sans que ce soit influencé par les changements climatiques ou par l'homme. Donc il y a une part naturelle qui, on voit, est quand même relativement importante dans les régions du monde. Mais ensuite, on a une différence en fonction des régions. Donc par exemple, la partie des transports en Europe, elle est pas la même qu'en Afrique. C'est-à-dire en Afrique, il y a beaucoup moins de décès liés à la pollution liée à la pollution de l'air due au transport que dans l'Europe. Et donc ça veut dire que dans notre façon d'aborder les solutions qu'on peut mettre en place, c'est important à tenir en compte parce que ça va beaucoup moins bien servir les régions africaines de développer des transports éco-responsables que ça va ne le faire en Europe, parce que en Europe, la part de morts due à la pollution des transports, elle est beaucoup plus importante. Et donc, ça veut dire que là, ça peut être intéressant d'aller travailler sur cette partie-là. Pareil pour l'industrie. L'industrie, en Europe, on voit que c'est une part importante, alors que dans la région africaine, ça l'est beaucoup moins. Donc, on va devoir pas mettre en place les mêmes politiques de santé pour réduire la mortalité liée à la pollution de l'air. Voilà.
j'espère que c'est clair jusqu'à présent. On va continuer. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un survol de cette thématique-là. Le plus important, ça va être ce qu'on peut mettre en place ensemble. Un petit point qui me tient à cœur parce que c'était un peu une surprise, quand je me suis intéressé à ces thématiques-là et c'est quelque chose que j'avais pas en tête et donc ça me tient à cœur de vous le partager maintenant. C'est le lien entre, la pollution aérienne et la nutrition et donc les liens qu'il va y avoir entre, les risques de carence des populations qu'on va rencontrer dans nos cabinets, qu'on risque de rencontrer dans notre cabinet. Ça, le graphique, il est tiré de l'étude qui est en dessous, qui est une une grande étude qui a été faite à l'échelle mondiale où en gros, ils ont fait, de façon multicentrique, ils ont fait pousser des céréales à plusieurs concentrations de CO2 aériennes et ensuite ils ont mesuré les taux de nutriments dans ces céréales-là. Pourquoi ils ont fait ça? En fait, c'est parti de plusieurs choses. C'était que dans de nombreuses populations mondiales, les céréales, donc notamment, le riz, le maïs et le blé font partie de notre alimentation quotidienne et donc c'est des éléments qu'on mange de façon quotidienne et qui sont du coup des apports de nutriments importants et l'autre part, c'était que, un des grands détracteurs des changements climatiques, c'était que si on augmente le taux de CO2 dans l'air et comme le CO2 est la nourriture des plantes, si on augmente ce taux, eh ben, on aura des végétaux qui seront en meilleure santé et qui seront plus forts et qui pourront plus nous nourrir. Et du coup, l'idée, c'était de vérifier cette, chose-là. Est-ce que si on fait pousser, des céréales à des taux de concentration plus élevés, donc avec, en théorie, un apport nutritionnel plus important, est-ce que vraiment on aura des céréales et donc une alimentation qui sera plus intéressante pour notre développement? Et en gros, ce qu'ils ont trouvé, c'est que non. Bien au contraire, d'après le graphique, on a plutôt tendance à une perte de entre -5 et -10 de valeur nutritionnelle sur les céréales qui sont poussées à différents taux de CO2. Donc en fait, les taux qu'ils ont pris, c'était en fonction des prédictions, des années à venir et donc en fait, si on continue sur notre, lancée de production de CO2, on va avoir une diminution de la valeur nutritionnelle des céréales qu'on consomme habituellement et donc c'est-à-dire qu'on va être potentiellement à risque de développer des carences et donc ça, c'est d'autant plus important quand on voit, les patients qu'on peut rencontrer en soins, qui sont notamment des patients dénutris. Si en plus de ça, on les expose à une alimentation qui est à risque de carence pour eux et bah, du coup, c'est des patients qui vont être encore plus compliqués à soigner. Et donc, d'où l'intérêt, une nouvelle fois, de chercher à réduire la pollution aérienne parce que cette pollution, elle a véritablement un gros impact sur notre santé. Comme on l'a dit, que ce soit à la fois sur notre santé respiratoire, à la fois sur notre santé cardiovasculaire ou à la fois sur notre santé alimentaire. Et le petit schéma à côté, je vous en dis juste un mot, c'est la formule de dissolution du CO2 dans l'eau, parce qu'en fait, le CO2 se dissout beaucoup plus facilement dans l'eau que dans l'air. Et donc, en fait, ça entraîne notamment une acidification de nos océans. Et du coup, ça entraîne une modification de l'environnement pour tout ce qui est pêche. Or, tout ce qui est poisson et crustacés, c'est des éléments qui sont extrêmement nutritifs et notamment des forts apports en protéines pour une grande partie de la population. Et en fait, cette acidification des océans, ça va entraîner une diminution euh, de la vie possible et de la prolifération des poissons et des crustacés. Et donc, on aura pareillement une part de la population qui va perdre en apport nutritionnel dans leur alimentation quotidienne due à l'augmentation du CO2 dans l'air. Donc voilà pourquoi je tenais à vous le présenter, parce que moi, je n'étais pas du tout au courant et ça m'était pas venu à l'idée. Et je trouve que c'est quand même intéressant de savoir que, eh ben, en fait, la pollution, elle a vraiment un impact pluri, pluridisciplinaire et sur plusieurs plans, et que ça montre une nouvelle fois tout l'intérêt de chercher à diminuer cette pollution aérienne. Là, on change un peu de catégorie sur la grande roue que je vous avais présentée au tout début et on va partir plus sur, les migrations climatiques. Je vous en parle parce que, c'est un domaine dans lequel je travaille, vu que j'ai monté un projet avec Kiné du Monde pour,
pour distribuer des soins de rééducation à des personnes, notamment migrantes, sur Paris. Et en fait, heu, c'est un je vous en parle parce que c'est une population à laquelle on sera de plus en plus confronté. En fait, les migrations climatiques, d'une part, c'est extrêmement compliqué à mesurer parce que, la personne qui, élève, qui a des champs, heu, au sud de l'Italie et qui, d'un coup, à cause des températures, voit, son champ devenir beaucoup moins rentable et décide du coup de remonter plus au nord jusqu'à la Belgique pour, continuer son son activité agricole, mais dans un endroit qui est beaucoup plus propice et beaucoup moins aride, ça va rentrer comme une migration climatique. Et même si la personne s'était arrêtée au nord de l'Italie, ça aurait été aussi une migration climatique. En fait, il n'y a pas de notion de, passage d'un pays à un autre pour être intégré dans la migration climatique. Ce qui fait que du coup, c'est un chiffre qui est extrêmement compliqué à mesurer, mais l'Organisation mondiale pour, la lutte contre la migration climatique l'évalue à plusieurs centaines de millions de personnes déplacées tous les ans à cause du climat. Et en fait, à quel moment ça va nous intéresser? Parce qu'il y a, avec les prédictions qui sont prévues et l'augmentation des températures, on va se retrouver avec toute une partie du territoire des continents habitables qui vont du coup ne plus être habitables et donc on a des gens qui sont sur ces territoires qui vont devoir se déplacer pour aller dans des endroits où ils seront capables de mener une vie, tout simplement. Et en fait, il y a plusieurs études qui ont été menées, notamment là je vous en cite 2 qui sont très récentes vu qu'elles sont sorties l'année dernière, sur l'impact des migrations sur la santé humaine. Et là où ça devient important et intéressant pour nous, c'est qu'en fait, il y a énormément d'impact sur les personnes qui migrent de façon, volontaire ou involontaire, qui vont rentrer dans notre domaine de compétences. Donc c'est des gens qui sont beaucoup plus exposés à la douleur et notamment à la douleur chronique. C'est aussi des gens qui, sont plus à risque de développer des troubles de l'équilibre, notamment des troubles de l'équilibre et ce genre de choses. Et c'est aussi des gens qui, ont une prévalence de notamment pathologies infectieuses ou de pathologies, non infectieuses comme les coronopathies, beaucoup plus importante parce qu'en fait, c'est des gens qui, au cours de leur migration, n'ont pas forcément eu accès à des soins. Et c'est aussi une population qu'on peut prendre en charge pour des handicaps très sévères qui, de base, ne l'étaient pas. Parce que la personne qui se fait une entorse au dans la corne de l'Afrique parce qu'elle fuit la guerre qui est due notamment à, une diminution d'accessibilité aux ressources parce qu'il y a à cause de l'augmentation des températures, il y a moins d'accès à l'eau potable et aux nourritures et bah, soigner son entorse, ça va pas être sa préoccupation principale parce que cette personne-là, elle a pas à manger et elle a pas, d'endroit où vivre et en fait, elle risque sa vie et au final, quand on va nous les retrouver dans notre cabinet, c'est des populations qui, du coup, à la base, avaient juste une entorse de cheville, mais étant donné qu'ils ont traversé la moitié du globe sur leur entorse, et ben, ils se retrouvent avec des handicaps beaucoup plus sévères et notamment avec beaucoup plus de douleurs et beaucoup plus de séquelles. Et donc, en fait, au vu des prédictions qu'on a, on sait qu'il va y avoir une grosse augmentation de la migration climatique, même si on n'est pas capable de donner un chiffre précis. Et on sait qu'on va, du coup, avoir dans nos cabinets des patients qui auront migré à travers le monde et qui vont donc du coup présenter, heu, tout ce que je vous présente sur ce nuage de mots. Donc c'est, des pathologies mentales, des troubles de l'hypertension, des douleurs chroniques, des troubles de l'équilibre, des handicaps beaucoup plus importants, des troubles de la santé mentale et tout un vaste champ de limitation d'activité auquel on a un rôle à jouer et auquel on peut apporter des solutions à ces patients-là. Voilà. Le mot à retenir, c'est que, on sait qu'il y aura une augmentation des migrations climatiques et on sait que la migration entraîne un impact sur la santé. Donc maintenant, c'est à nous de nous préparer à justement prendre en charge des patients qui ont des parcours de vie et de santé, compliqués et pourtant pour lesquels on a un impact positif à jouer. Et toujours un peu dans ce domaine-là de la fracture sociale et c'est pareil, c'est une thématique qui me tient aussi à cœur
l'accessibilité aux soins pour tous, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, il y a plusieurs études qui ont démontré que les changements climatiques, ils vont pas tous nous impacter de la même façon. C'est-à-dire qu'on vive, dans un bidonville, c'est pas la même chose que de vivre dans un appartement, climatisé ou dans une maison avec un jardin. C'est pas la même chose, même si on habite dans le même pays, même si on habite dans la même ville, comme, le montre la photo. Vivre là, au milieu du bidonville, c'est pas la même chose que dans son bureau climatisé du, 5e étage au milieu d'une métropole. Et en fait, cette, cet impact des changements climatiques sur notre santé, il est variable en fonction de plusieurs choses. Ils sont rendus au dans de nombreuses études, ils se sont rendus compte de ces 4 points que je vous présente là. C'est que les populations, défavorisées, elles ont déjà de base une plus grande difficulté d'accès aux soins. C'est-à-dire que c'est des gens qui, même s'ils tombent malades, de la façon dont on a vu, juste, avant, donc tous les problèmes respiratoires, les troubles cardiaques dont on a parlé avant, et ben, en fait, c'est des gens qui vont pas pouvoir se soigner parce qu'ils ont des difficultés ou voire ils n'ont pas accès du tout aux soins. Et du coup, ça veut dire que les populations défavorisées, elles sont beaucoup plus à risque de mortalité due, aux éléments modifiés par les changements climatiques parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. En plus de ça, c'est aussi des gens qui sont en difficulté face aux services d'aide. Par exemple, aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent des salles de cooling, où en fait, c'est des salles climatisées qui sont accessibles aux personnes défavorisées pour justement pouvoir braver toutes ces périodes de canicule. Donc en fait, c'est des salles qui sont en libre accès où les gens peuvent venir et passer du temps dans un endroit frais et éviter les températures, de 30-40 degrés. Parce qu'on l'a vu au début, c'est des températures à partir duquel le seuil, il est potentiellement mortel pour l'être humain. Et en fait, malheureusement, pour différentes, raisons, les populations défavorisées, elles ont pas forcément accès à ces services d'aide-là, que ce soit aux services, comme j'ai dit, les salles de cooling, mais aussi à d'autres services qui sont mis en place, par exemple, l'accessibilité à, heu, la climatisation, l'accessibilité à de l'eau et de la nourriture, de façon, adéquate et assez nutritionnelle. Et donc on a encore une fois un impact social différent du changement climatique. Et surtout, l'un des points les plus importants, c'est que, tout simplement, en fait, les populations défavorisées, elles sont plus exposées que d'autres populations aux facteurs de risque. Donc c'est-à-dire que c'est des populations qui vont être plus exposées à la pollution aérienne, qui vont être plus exposées aux fortes chaleurs, qui vont être plus exposées à, une difficulté d'accès aux ressources alimentaires comme l'eau et la nourriture. Donc c'est des gens qui sont plus exposés aux facteurs de risque, qui ont moins accès aux soins pour, soigner les potentielles pathologies, qui ont moins accès aux services d'aide pour diminuer leur exposition aux facteurs de risque. Et donc, du coup, tout ça, ça fait que les populations défavorisées, elles sont beaucoup plus à risque de développer des pathologies liées au changement climatique. Et donc, c'est là où ça va devenir important parce que on a aussi un rôle à jouer d'alerte de ce côté-là pour favoriser la mise en place, notamment de politiques sociales pour essayer de soit favoriser l'accès aux soins pour tous, soit de diminuer l'exposition aux facteurs, environnementaux des populations à risque. Et enfin, un des derniers points, c'est que, malheureusement, les personnes et les populations défavorisées, elles ont moins accès aux informations. Et du coup, si on leur a jamais dit que des services d'aide existaient, ils ne peuvent pas le savoir. Si on leur a jamais dit que, heu, s'exposer en plein soleil, c'était un risque extrêmement important pour leur santé, ils peuvent pas le savoir non plus. Et du coup, c'est des gens qui ont une difficulté d'accès aux informations, à la fois pour se soigner et à la fois pour se protéger. Et donc, c'est là où on aura un rôle à jouer en tant que professionnel de santé, qui est de faire de la prévention auprès de ces populations, défavorisées pour justement diminuer l'impact des changements climatiques sur leur santé parce que on a vu juste avant que c'est eux qui vont être le plus exposés à ces facteurs-là. Là, du coup, on a fait grossièrement le tour des différents impacts des changements climatiques sur la santé humaine. Donc si on résume, l'augmentation des températures, ça va avoir un impact sur, les pathologies cardiovasculaires et aussi les pathologies, thromboemboliques comme les AVC. Ça va aussi avoir un impact sur les pathologies respiratoires avec une augmentation, heu
et de la diffusion des particules fines. La pollution aérienne, elle, va avoir aussi un impact sur notre santé respiratoire et sur notre santé alimentaire. Et malheureusement, on va avoir une augmentation du nombre de migrations climatiques parce que les gens vont devoir quitter leur lieu de vie à cause des changements climatiques, parce qu'ils seront alors dans des territoires devenus inhabitables. Et un peu en adéquation avec cette augmentation des migrations climatiques, en fait, on a une plus forte exposition des populations défavorisées aux enjeux, aux impacts climatiques. Et on a une plus grande difficulté d'accès aux soins aussi pour cette même population-là. Donc ça, c'est grossièrement tout ce dont le changement climatique peut avoir comme impact sur notre santé. Et jusqu'à présent, on a parlé de la pollution, on a parlé d'une augmentation des températures, et sur le graphique, on avait vu, sur un des graphiques juste avant, on avait vu notamment la part des morts attribuables à la pollution par différents secteurs. Parce qu'en fait, tous les secteurs qui produisent quelque chose ont tendance à malheureusement produire de la pollution et à favoriser les changements climatiques. Et malheureusement, le système de santé et les systèmes de santé ne sont pas exemptés de leur part d'impacts environnementaux, Et donc là, on va faire un petit point sur l'impact du système de santé global sur la pollution et sur les changements climatiques. Ce dont je vais parler, c'est tiré d'une étude qui est sortie en septembre 2019, qui a été faite par 2 ONG, notamment Healthcare Without Harm et ARUP. Donc, ils sont 2 ONG qui ont pour but de montrer, qui ont pris pour but de montrer l'impact du système de santé mondial sur la pollution notamment. Plusieurs choses à retenir. La première, c'est que le système de santé, et quand je parle de le système de santé, c'est toutes les offres de soins dans le monde. Toutes les offres de soins dans le monde participent à hauteur de 4,4% des émissions mondiales. C'est-à-dire que dans toute la dans toute la pollution actuelle due à des services humains, 4,4% est attribuable au système de santé. Et donc, et ensuite, on va voir par la suite, justement, quels sont les moyens pour réduire cette part des émissions et de pollution du système de santé, parce qu'on y participe tous à notre échelle. 4,4%, ça vous dit peut-être rien, mais si le système de santé était un pays, ce serait le 5e plus gros pays pollueur mondial, juste derrière les États-Unis, la Chine, notamment les États-Unis et Chine, et plus pollueur que le Japon, pour vous donner un titre d'exemple. Et justement, en parlant de pays, et donc là, je vais vous parler du fait qu'on a une répartition qui est très inégale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pollue tous les pays, et donc tous les systèmes de santé ne polluent pas de la même façon. Cependant, la pollution, elle va impacter tout le monde. Et les changements climatiques, ils impactent le monde entier. Et donc, on a une répartition inégale parce que les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, donc ces 3 régions-là du monde, produisent plus de la moitié de la pollution du système de santé. Et si on prend un peu plus globalement, grossièrement, les 3/4 de ces 4,4%, donc les 3/4 de la pollution due au système de santé, ne proviennent que de 10 pays. Et donc c'est là où ça devient important parce qu'en fait, on pollue beaucoup plus que d'autres pays et malheureusement, cette pollution, elle va impacter aussi les pays qui participent beaucoup moins à cette part de pollution. Donc en fait, on a une répartition inégale de la production de pollution, mais par contre, on a une répartition beaucoup plus importante et beaucoup plus égalitaire de l'impact de la pollution sur la santé et de l'impact des changements climatiques sur la santé dû au système de santé. Et en fait, ils sont intéressés, notamment dans cette étude, ils sont intéressés à, du coup, dans ces 4,4%, qu'est-ce qui pollue?
d'où vient cette pollution et comment est-ce qu'on va pouvoir la réduire. Et là, en fait, où ça devient intéressant pour nous, c'est que plus de 70% de la pollution, ça vient des biens et services du système de santé. Donc, c'est la production des médicaments, c'est la production des repas qu'on sert dans les hôpitaux, c'est la production des serviettes en papier qu'on utilise dans nos cabinets, c'est la production et le transport des patients s'ils viennent en ambulance jusqu'à nos cabinets. Et donc, en fait, une grosse partie du système de santé, une grosse partie de l'impact du système de santé sur la pollution, c'est des choses qui sont modifiables et qui sont adaptables. Parce qu'en fait, l'impact direct du système de santé, donc par exemple, c'est l'électricité nécessaire pour faire tourner un hôpital, c'est à peine 15% du total de la pollution du système de santé. En fait, là où on a vraiment un point clé important à jouer, c'est sur la réduction de nos déchets et de notre consommation pour diminuer tout ce qui va être biens et services du système de santé. Donc ça, c'est vraiment une revue assez globale, une vue mondiale, on va dire, de l'impact du système de santé qui montre que le but du système de santé, il est de soigner les gens. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il participe aussi à la dégradation de notre santé avec une grosse part d'émissions mondiales de pollution. Et là, on va parler un peu plus précisément de notre empreinte carbone en tant que citoyen. Alors, je suis désolé, mais du coup, les chiffres que j'avais et que j'ai trouvés, c'est des chiffres français. Mais je pense que le citoyen français et le citoyen belge n'est pas très différent et que grossièrement, ça va être à peu près les mêmes données. Et je pense qu'au-delà des chiffres, c'est surtout la répartition qui est importante à retenir. Donc ça, c'est des données qui sortent de l'Institut national des statistiques français, qui a évalué du coup en 2015-2016 la part de production de pollution en fonction des habitudes d'un citoyen. Et ensuite, c'est classé par grandes thématiques, donc transport, logement, la consommation, l'alimentation et les services. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs choses qu'on voit sur lesquelles on peut avoir un impact. Donc là, on voit que la voiture, ça représente une grosse part de la pollution d'un citoyen. On voit que les énergies sont aussi une grosse part de notre impact. Donc, c'est dans nos logements, c'est tout ce qui va être chauffage, électricité et eau, notamment. On a aussi une grosse part de tout ce qui va être achat et usage Internet et technologie. Donc, c'est la production d'un ordinateur, la production de nos smartphones, l'utilisation des mails et malheureusement aussi nos logiciels de gestion de patients qui vont rentrer là-dedans. On a une grosse part d'impact de la viande et des poissons. Donc, une grosse partie de notre alimentation a aussi un impact, comme on le voit, sur notre production et sur notre empreinte carbone de citoyens. Et après, il y a aussi toute une partie des services publics et de santé. Donc, comme on l'a dit, le service de santé, il a un impact sur notre empreinte carbone. Et donc ça, à chaque fois qu'on va voir le médecin ou à chaque fois qu'on consomme des médicaments, ça favorise le développement de cette part santé de notre empreinte carbone. Mais là, du coup, ce qui est intéressant à retenir de ce graphique, c'est que on peut chercher à diminuer sur un peu tout au lieu de chercher à diminuer complètement. Et donc, par exemple, si on a besoin de la voiture pour travailler, eh ben, on garde la voiture uniquement pour travailler. Et par contre, on cherche à développer tout ce qui va être soit train et bus, si vraiment on a besoin, ou alors mieux de chercher à développer les transports verts, donc le vélo et ce genre de choses. Et donc chercher à faire diminuer cette part de la voiture qui est une grosse part de notre empreinte carbone. Pareil, on peut essayer à faire des économies d'énergie et des économies de consommation. On va pouvoir trouver d'autres solutions aussi au niveau numérique et d'autres solutions au niveau alimentaire et ce genre de choses. Et là, on va du coup passer à la deuxième partie où c'est vous qui allez travailler un petit peu, parce que j'aimerais que vous me disiez un peu quelles actions vous pouvez mettre
ou quelles actions vous avez déjà mises en place dans votre cabinet pour justement essayer de réduire cette empreinte carbone qu'on a vue juste avant. Donc là, c'est le lien WooClap, c'est le même que tout à l'heure, donc vous pouvez retrouver la question directement et c'est pareil, c'est un nuage de mots, donc vous pouvez mettre plusieurs réponses, mettre des mots-clés, mettre une petite phrase et sur toutes les actions qui peuvent être mises en place, soit au cabinet, soit à la maison. Donc là, on voit le tri sélectif, des serviettes réutilisables. Ouais, donc gestion des déchets, du papier, le recyclage, moins de papier, faire des visites à vélo, domicile à vélo, protège table éco-responsable, tout à fait. Éteindre la lumière. Achat de la crème en vrac. Ouais. OK. Jouer sur l'isolation. Tout à fait. Et donc là, ça fait quand même plaisir à voir que vous avez des idées et il y a potentiellement des choses qui ont déjà été mises en place. Donc c'est quand même cool de voir que les gens ont des petites astuces. Et donc là, maintenant, on va en parler un peu plus en détail. Je vais vous partager ce que moi je sais et je pense qu'il y a encore plein de choses qui peuvent être mises en place de plus que ce dont je vais pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors, la gestion des déchets. On commence par ça. Pareil, juste avant de commencer, des petits chiffres parce que c'est toujours important de se faire une idée. Et encore désolé, c'est toujours des chiffres français. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a 18 millions de tonnes de déchets qui sont produits annuellement en France. Donc ça fait pratiquement 5 tonnes de déchets par habitant. Et donc ça veut dire que là, on a forcément un rôle à jouer. Si on diminue le nombre de déchets, on a une diminution de la pollution des eaux, la diminution de la production de fumée et de particules fines. Et surtout, notamment au niveau du plastique, où on a 359 millions de tonnes de plastique ont été produites en 2018 et notamment, donc ça c'est dans le monde, et 600 000 tonnes finissent dans la mer Méditerranée et donc du coup c'est une pollution de notre environnement important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos déchets? Ce dont vous avez déjà évoqué dans le brainstorming juste avant. Et donc il y a tout d'abord un des plus évidents et qu'on maîtrise à peu près tous, c'est le tri sélectif. Là où il faut faire attention, c'est dans les consignes de tri. Du coup, le plus simple, c'est de se rapprocher de votre mairie, commune ou de vos élus locaux pour savoir les consignes de tri dans votre ville, pour savoir comment ça se passe et comment ça se déroule, pour savoir justement qu'est-ce qu'on met dans quelle poubelle et comment on trie. À côté de ça, bien évidemment, et là c'est de façon plus citoyenne, on peut aussi chercher à développer le compost et l'utilisation des composts. Même en appartement, il y a des composts qui fonctionnent très bien. Donc en tout cas, et là vous en aviez parlé, le tri sélectif, c'est quelque chose qu'il faut essayer de développer de plus en plus parce que plus on va réutiliser les mêmes matériaux, mieux ce sera parce que, on diminue le nombre de déchets qu'on produit et en plus de ça, on diminue aussi le nombre de nouveaux trucs qu'on produit à chaque fois. C'est-à-dire c'est toujours mieux de réutiliser quelque chose qu'à chaque fois de produire quelque chose de nouveau alors qu'il y a quelque chose qui est réutilisable à côté, potentiellement. Donc le tri sélectif, très bien, ça vous en avez parlé. Juste au-dessus, les grains de café, pareil, quelqu'un en a parlé sur le vrac. Donc ça, c'est si vous avez des lieux de pause sur vos cabinets, essayez de privilégier le vrac, que ce soit pour le thé, pour le café et aussi pour tous les aliments. Parce que c'est pareil, c'est une diminution des emballages et notamment des emballages plastiques. Et en parlant d'emballage plastique, si jamais vous avez soit à disposition des fontaines à eau ou des gobelets, essayez de privilégier du coup l'utilisation de gobelets réutilisables. Donc
le mieux, c'est des gobelets en verre, du coup des verres en verre ou des tasses ou ce genre de choses, qui sont du coup une grosse diminution à la fois de la pollution, donc de la production de déchets qu'on a, mais aussi une diminution économique parce que racheter continuellement des verres jetables, ça a un coût important pour le cabinet, alors que l'investissement sur des verres, qui sont réutilisables, ça va pouvoir diminuer le coût de nos cabinets. Dans la même veine du vrac et du chercher à diminuer les emballages plastiques, c'est sur tous les produits ménagers. Il y a énormément de recettes qui existent sur la création des produits, d'entretien et ménagers, heu, en vrac. Donc c'est à faire soi-même qu'ensuite, du coup, on achète dans des gros containers qu'on peut ensuite répartir dans des plus petits containers. Donc ça fait une diminution des déchets et en plus de ça, le fait de pouvoir faire soi-même ces produits d'entretien, ça va avoir un autre impact, écologique qui est sur la qualité de l'eau. Parce que, faire soi-même ces produits d'entretien, c'est un moyen de s'assurer que ce qu'on utilise n'est pas néfaste pour notre environnement quand on va le jeter après. Parce que du coup, tout ce qui va être, eau usée qu'on va utiliser, notamment pour nettoyer les sols des cabinets et les vitres et tout ça, qui vont ensuite se retrouver dans les canalisations et potentiellement dans les centres de tri, c'est un risque que ce soit déversé dans la nature et donc c'est un risque d'exposer à des polluants, notre environnement. Alors que si on fait nos, produits d'entretien nous-mêmes, on peut plus facilement contrôler ce qu'on met dedans et donc chercher à diminuer l'impact, écologique de ces produits. Après, il se pose la question, dans le contexte actuel, de la qualité, virucide des produits faits maison par rapport au Covid. Donc, j'ai pas de réponse à vous apporter. Je pense que peut-être, d'un point de vue sanitaire actuellement, rester sur du, industriel qu'on sait efficace, ça peut être bien, mais gardez en coin qu'une fois qu'on sera sorti de cette situation-là, essayer de chercher à passer sur des produits ménagers qui sont plus éco-responsables. Ensuite, et là pareil, vous en aviez parlé, sur la gestion des déchets et donc ça va être la mise à disposition en fait de tout ce qui va être papier recyclable. Donc soit le papier réutilisable. Donc en fait, il y a plusieurs endroits dans nos cabinets où là, on va pouvoir réduire nos déchets. Donc c'est un sur nos tables, donc utiliser des housses, réutilisables qu'on peut laver. Ça produit moins de déchets et le fait de faire des machines, régulièrement, ça impacte moins l'environnement que le fait de produire continuellement du papier qui doit être jeté puis, reproduit derrière. Donc en fait, il y a plusieurs techniques. Soit on a plusieurs, housses réutilisables qu'on peut laver et là, du coup, la question se pose encore de, la fréquence des lavages, notamment dans cette période, d'épidémie. Soit et là, je sais qu'il y a j'avais en ayant discuté avec plusieurs kinés, la possibilité que les patients viennent avec une serviette eux-mêmes qui reste après au cabinet et qui du coup ensuite est lavée, de temps en temps ou la mise à disposition de serviettes par le praticien pour justement couvrir la table et éviter de produire du papier, continuellement. Un autre endroit où on peut mettre ça en place, c'est notamment dans les toilettes auprès des lavabos. Au lieu de mettre du papier à usage unique, on peut essayer de mettre une serviette qui ensuite du coup aussi doit être lavée régulièrement. Mais c'est pareil, c'est une diminution, de la production des déchets. Toujours du côté, lavabo et en lien avec les produits ménagers, c'est là où on peut avoir un impact important même en cette période sanitaire, c'est passer sur du savon solide qui va du coup, réduire considérablement les déchets qu'on peut avoir. Donc proposer un savon solide, c'est toujours intéressant parce que ça fait moins de déchets et moins d'emballages plastiques. Et enfin, heu quand je dis enfin, c'est enfin dans cette présentation-là, il y aurait sûrement d'autres choses à faire, mais ça, c'est plus, heu, un point de vigilance que j'évoque après. C'est dans tout ce qui va être achat du matériel qu'on a et par ça, je veux dire que, c'est plus intéressant d'acheter d'occasion que d'acheter neuf continuellement. Que ce soit pour des haltères, pour des machines, pour des élastiques, parce que ça évite la surproduction. C'est-à-dire que c'est quand même mieux, d'un point de vue écologique, de racheter heu, des outils qui sont encore, heu, en bon état,
à un ou une collègue qui décide de changer de matériel et qui se trouve soit dans la même ville, soit à minima dans le même pays, plutôt que de recommander continuellement des outils neufs qui vont retraverser toute la planète en avion et donc du coup avoir un coût écologique extrêmement important. Donc, l'un des gestes qu'on peut chercher à avoir, c'est si on veut acheter du matériel, d'abord se rapprocher soit de nos amis, soit de nos collègues, soit sur des sites de vente en ligne, qui sont propres à notre pays pour essayer de racheter des matériels qui, en fait, sont déjà sur le territoire, qui ont déjà été, utilisés un petit peu, mais qui sont toujours en bon état et qui, du coup, vont avoir un empreinte, carbone et une empreinte écologique beaucoup plus faible que de continuellement racheter du neuf. L'objectif, c'est vraiment de chercher à réutiliser le plus possible et éviter de surproduire continuellement, donc de surutiliser toutes les industries polluantes et les industries de transport qui sont extrêmement polluantes pour la création et le transport de nos outillages. La conclusion de ce point, c'est que, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place et beaucoup de choses qui sont facilement à mettre en place et parce que vous l'avez évoqué, de vous-même, mais qui sont aussi à la fois des moyens de réduire notre empreinte carbone, mais aussi de réduire notre coût. Parce qu'en général, racheter d'occasion, ça coûte moins cher que neuf. Investir dans des verres réutilisables, ça, au final, coûtera moins cher que de continuellement racheter des verres jetables. Pareil pour les serviettes, etc., etc. Sur le réutilisable et l'acheter d'occasion, ça concerne aussi le, la décoration, on va dire entre guillemets. Mais par exemple, si vous avez une salle d'attente, au lieu de racheter des chaises neuves, eh ben, on peut juste racheter des chaises, qui ont déjà servi, des chaises d'occasion, qui du coup ont déjà été produites et qui sont déjà sur le territoire, donc ça évite de continuellement surproduire à chaque fois. Donc voilà pour cette thématique-là. Et en fait, là où ça va être important, c'est que quand vous allez retourner dans votre cabinet, demain ou plus tard, essayez de faire un point sur, bah, en fait, qu'est-ce que je jette continuellement? Je regarde mes poubelles, qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce qui est jeté dans cette poubelle et comment est-ce que je peux faire en sorte de ne pas le jeter? Donc est-ce que c'est en achetant en vrac? Est-ce que c'est en achetant, des choses qui sont réutilisables? Est-ce que, plein de possibilités. Mais le plus important, ça va être de faire un état des lieux, en fait, de vos poubelles et de voir ce qui est modifiable et ce qui est possiblement à ne plus jeter. Là, on a parlé des déchets, mais c'est pas la seule source. On l'a vu, il y a, tout ce qui est logement et énergétique qui est important et qui va rentrer justement dans cette surproduction et dans cette, consommation d'électricité, consommation d'eau qui vont entraîner une augmentation de la pollution et de notre empreinte carbone. Toujours pareil, un petit chiffre pour commencer, en France, en 2017, l'énergétique, c'était 2,59 millions de tonnes d'équivalent de pétrole. Donc c'est grossièrement en 259 millions de tonnes de pétrole qui ont été brûlées en 2017 pour, l'énergétique en France. Donc c'est des chiffres extraordinairement hauts sur lesquels on a un impact à jouer. Le premier, et vous en avez parlé, c'est sur la lumière. Donc plusieurs choses. Soit on peut mettre des ampoules basse consommation. On peut aussi faire en sorte de tout éteindre quand on quitte une pièce, et notamment le soir. Donc de vérifier que rien n'est laissé allumé au cabinet quand on quitte le cabinet. Donc bien chercher à éteindre les lampes, mettre en place des ampoules basse consommation pour aussi diminuer notre impact. Et aussi, bien chercher à débrancher les appareils qui ne sont pas utiles. Parce qu'en fait, quand un appareil il est branché ou même juste en veille, ça va continuer à consommer de l'électricité, même si on ne l'utilise pas. Donc là où il y a une chose qui peut être intéressante, c'est utiliser des multiprises avec interrupteur et comme ça, quand vous quittez le cabinet le soir, vous éteignez l'interrupteur et vous débranchez en fait grossièrement toutes les machines, qui sont dans votre cabinet pour éviter la surconsommation d'électricité quand vous ne les utilisez pas. C'est aussi du coup s'assurer que tous les ordinateurs sont bien éteints et pas en veille quand on part. C'est, plein de petites données comme ça. À côté de ça, on a aussi, tout ce qui va être en termes de consommation énergétique liée à la température. Donc c'est chauffage, climatisation et isolement.
Donc en cette période, plutôt le chauffage. Donc ce qui est intéressant, c'est de bien vérifier que cette tuyauterie, elle est efficace et qu'elle n'est pas trop ancienne. Parce qu'en fait, une tuyauterie vieille, c'est des perditions de chaleur importantes. Donc ça, du coup, ça demande un investissement un peu plus important, mais c'est toujours intéressant à se renseigner, donc savoir la qualité des appareils qu'on a. Du coup, c'est aussi chercher à diminuer le chauffage quand on n'est pas au cabinet. Donc, parce que ça ne sert à rien de chauffer à 20-25 l'hiver la nuit, vu qu'il n'y a personne dedans. Donc, bien chercher à diminuer les radiateurs avant de partir, soit diminuer, soit les éteindre en fonction de ce que vous voulez et des températures que vous avez dans votre cabinet. Mais en tout cas, il y a toujours possibilité de réduire sa consommation de chauffage, euh, notamment la nuit. Et surtout, une des excellentes façons pour réduire sa consommation de chauffage, c'est de s'assurer qu'on a un cabinet qui est bien isolé. Donc, c'est s'assurer qu'on a des vitres efficaces, notamment avec du double vitrage, mais aussi des portes qui ferment bien. Donc ça, c'est pareil, c'est des travaux qui seront pas faits là dans l'immédiat, mais c'est des choses auxquelles, si vous voulez commencer à réduire votre impact et si vous voulez aller encore plus loin, sachez que l'isolation de votre bâtiment et l'état de la tuyauterie, c'est des choses qui sont intéressantes à prévoir. Et si vous avez pour projet de construire des cabinets dans l'avenir, eh ben, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, savoir que mettre du double vitrage, c'est toujours plus intéressant parce que, in fine, on va avoir une diminution de notre facture de chauffage, donc une diminution de notre empreinte carbone et une diminution des charges qu'on a sur notre local. Un autre lieu de consommation sur lequel on peut jouer, c'est notre consommation d'eau. Plusieurs choses, sur les robinets, donc bien s'assurer qu'ils sont toujours fermés et qu'il n'y a pas de fuite. Même une petite goutte de temps en temps, au final, répartie sur l'année, ça fait plusieurs litres de perdus et de consommés pour rien. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler assez facilement. Il y a la mise en place, d'un embout au bout des robinets qui permet aussi de diminuer les le débit des robinets et donc de diminuer la consommation d'eau. J'arrive plus à trouver le nom de comment ça s'appelle, mais Je pense est-ce que que vous ça s'appelle trouvez? un mousseur. Voilà, merci. Donc ça se trouve dans tous les magasins de bricolage et c'est très facile à poser et ça permet de beaucoup réduire une consommation d'eau sur tous les robinets. Et ensuite, dans tout ce qui va être notamment chasse d'eau, c'est plusieurs litres d'eau qui sont utilisés à chaque fois. Et en fait, il y a des moyens pour réduire cette consommation-là. Donc en fait, en fonction des modèles, soit on abaisse le curseur de la chasse d'eau, parce qu'en fait, grossièrement, c'est l'eau qui arrive et quand ça atteint un certain seuil par un curseur, ça bloque l'arrivée d'eau. Donc soit on peut diminuer ce curseur-là pour remplir moins la chasse d'eau et du coup moins consommer à chaque chasse, soit on peut remplir avec notamment des bouteilles ou des objets comme ça, le récipient pour en diminuer le volume total. Et du coup, en fait, on arrive au même niveau que d'habitude, mais il y a eu moins de volume qui est rempli. Du coup, on a euh, une plus faible volumétrie à chaque chasse. Donc ça, c'est quelque chose qui peut facilement être mis en place pour diminuer la consommation d'eau qu'on a. Et encore une fois, diminuer notre consommation d'eau, c'est à la fois diminuer notre empreinte carbone, mais aussi diminuer notre facture et nos charges en fin d'année. Et enfin, là où on a une autre consommation, on a vu tout à l'heure, sur notre numérique. Et donc là, comme pour les outillages dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut chercher à acheter de façon d'occasion. Donc acheter un ordinateur d'occasion, un smartphone d'occasion, ça permet de réduire notre empreinte carbone parce qu'à chaque fois, on ne surproduit pas. Ou alors, quand on en achète un, essayer de les faire durer le plus longtemps et essayer de ne pas racheter le dernier smartphone qui sort et changer de smartphone tous les ans. Donc en fait, l'objectif, c'est tant qu'ils fonctionnent, on essaye de les garder pour justement éviter la surconsommation à chaque fois. Et aussi, il y a tout ce qu'on appelle la pollution numérique, qui est important et sur lequel on peut jouer dès à présent. C'est-à-dire que, en fait, le numérique a un impact sur notre santé parce que ça fait tourner des data centers notamment,
qui sont des gros hangars avec énormément de serveurs qui tournent à toute vitesse pour toutes nos recherches dans les moteurs de recherche et qui en fait produisent énormément de chaleur. Et pour éviter que ces data centers surchauffent et crament, eh ben, il y a des, des- il y a des systèmes qui sont mis en place pour justement chercher à diminuer la température. Et donc, en fait, c'est une grosse consommation d'énergie pour éviter que les data centers surchauffent et brûlent. Et donc, en fait, plusieurs choses sont possibles pour que nous, on puisse réduire justement notre impact numérique et donc notre pollution numérique. C'est soit utiliser les favoris. En fait, toutes les pages qui sont mises en favoris, l'ordinateur, il les retrouve directement et il ne fait pas tourner les data centers pour nous proposer plein de recherches. Si on avait, par exemple, si on tape 1000 fois la même recherche dans la barre de recherche, 1000 fois les data centers, ils ont tourné pour nous proposer des choses. Alors que si on le met en favori, eh ben, en fait, il ne tourne plus à chaque fois et on tombe directement sur la page. Donc, ça permet de diminuer notre empreinte numérique de cette façon-là. Il y a aussi des moteurs de recherche qui sont plus énergivores, notamment, ou surtout il y a des moteurs de recherche qui sont moins énergivores. Donc, il y a notamment Ecosia, qui est un moteur de recherche qui se veut à empreinte verte. Après, qui bien sûr, c'est toujours compliqué vu que ça reste un moteur de recherche. Donc ça, on peut aussi essayer de mettre ça en place. Et ensuite, notamment sur les mails qu'on envoie, en fait, envoyer des mails, ça a un impact sur la pollution, qu'on crée, notamment sur la pollution numérique. Donc ça peut être intéressant plutôt que d'envoyer un mail, soit, téléphoner, soit carrément se déplacer. Notamment si c'est la personne, elle est dans le même bâtiment que soi, bah, c'est plus intéressant de faire des réunions en présentiel que de tout échanger par mail parce que du coup la pollution, ce sera pas la même. Ou alors, prendre son vélo et aller voir, le collègue, en face, pour échanger, c'est toujours mieux que d'envoyer des mails. Et surtout, faire du tri dans ses mails, c'est-à-dire ça ne sert à rien de garder des, mails dans sa boîte mail qui ne servent à rien. Il faut mieux les supprimer parce que conserver des mails, c'est pareil, c'est des données qui sont conservées sur le numérique et en fait, toute donnée conservée, ça va alimenter les data centers qui vont du coup nécessiter encore des systèmes de refroidissement pour éviter de surchauffer. Donc en fait, moins on a de données numériques, moins on participe à la surchauffe, heu, des, heu, des data centers et donc du coup à la production d'électricité et d'énergie et à l'empreinte carbone du monde numérique. Ça, c'est d'un point de vue numérique. Après, toujours un peu dans le numérique, heu, en termes d'argent, les banques, heu, quand on crée un compte, heu, les banques ont accès à notre argent et en fonction des investissements qu'on fait dans nos banques et du choix de la banque et bah, les banques, elles ont tendance à réinvestir, heu, l'argent qu'elles ont dans des projets qui sont plus ou moins éco-responsables. Donc il y a des banques qui ont plutôt tendance à financer, des grands groupes pétroliers et des banques qui ont tendance à être beaucoup plus éco-responsables. Et donc là où ça peut devenir intéressant, c'est justement de chercher à, transférer nos, nos comptes bancaires sur des banques qui sont plus éco-responsables. Ça, c'est encore en cours de développement. Il y en a pas beaucoup qui sont, actives actuellement et il y en a très peu qui sont actives pour le monde professionnel, mais c'est quelque chose qui commence à se développer petit à petit et c'est quelque chose qui est intéressant à garder en tête pour justement pouvoir, réduire notre impact aussi de ce côté-là. En fait, notre consommation, en conclusion, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place et qui sont facilement à mettre en place parce que mettre une bouteille d'eau dans le réservoir de sa chasse d'eau, ça peut être fait demain et ça permet de faire des économies d'eau. Éteindre les lumières et mettre des multiprises à interrupteurs, pareil pour réduire notre consommation d'électricité, ça peut être fait très rapidement. Faire le tri de ses mails, vous pouvez faire ça même en même temps que je finis la présentation. Donc c'est vraiment des choses qui sont faciles à mettre en place et qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est parce qu'en fait, ce serait utopique de croire qu'on va tous, atteindre un mode de pratique, éco-responsable, sans déchets et incroyablement écolo. Parce qu'on n'en a pas tous les moyens, soit financiers, soit, d'adaptation des lieux de travail et c'est trop compliqué. Mais en fait, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a tous les moyens d'agir et tous les moyens d'agir à notre échelle et c'est ça qui est important.
C'est-à-dire qu'on arrivera beaucoup plus facilement à réduire l'empreinte carbone globale si on fait tous un petit effort que si on est 3 à être parfait dans notre pratique. Et c'est ça le message important à retenir de cette présentation avant la dernière slide des choses qu'on peut faire en tant que professionnel de santé, qui est de sensibiliser nos patients. Parce que du coup, on a l'avantage d'être au contact d'énormément de gens et il y a des moyens de sensibiliser les patients à la fois protéger leur santé et protéger leur environnement. Donc, je vous ai remis le tri sélectif parce que c'est quelque chose qui peut aussi être fait auprès des patients. Donc, par exemple, si vous si vous installez dans votre cabinet des affiches évidentes sur le tri sélectif pour que les patients, si jamais ils ont des choses à jeter dans votre cabinet, bah, ils sachent comment trier. Peut-être que ça les sensibilisera et qu'ils mettront ça en place chez eux et que du coup, ça va réduire leurs déchets et leur empreinte carbone au niveau de la gestion des déchets. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place aussi facilement. Ensuite, il y a toute la promotion de l'activité physique verte. Donc, c'est la mise en place du vélo, promouvoir la marche à pied, promouvoir les escaliers au lieu des ascenseurs et ce genre de choses pour justement diminuer l'empreinte qu'on a dans nos transports et favoriser la santé parce que c'est quand même mieux de faire 5 km à vélo pour aller acheter son pain plutôt que de les faire en voiture, à la fois pour la santé et pour l'environnement. Et c'est quelque chose qui est faisable. Et l'un des moyens pour encourager les patients, c'est si vous en avez la possibilité de chercher à développer les garages à vélo aux abords de vos cabinets. Parce qu'en fait, si les gens, ils ont peut-être envie de venir à vélo, mais si on ne leur laisse pas la possibilité de venir à vélo, eh ben, ça devient compliqué. Et donc, soit chercher à développer des garages à vélo, si vous n'en avez pas. Et si vous en avez un, essayez de montrer l'exemple. Donc, soit vous-même en venant à vélo, ou juste en faisant un peu une supercherie et en accrochant un vélo à votre garage à vélo pour essayer de montrer aux gens qu'en fait, il y a des gens qui viennent à vélo, donc c'est faisable. Et donc ça, c'est un moyen de justement promouvoir à la fois l'activité physique et quelque chose qui est bon pour la planète et pour leur santé dans des choses du quotidien qui sont faciles à mettre en place. Pareil, on l'a vu, un des facteurs de risque des changements climatiques sur notre santé, c'est le fait qu'on n'ait pas forcément connaissance de tout ça et de toutes ces données-là. Et donc, expliquer aux gens que c'est quand même plus intelligent s'ils veulent faire du sport, de soit courir le matin, soit courir à l'ombre, mais d'éviter de courir en pleine canicule à 14 heures pour éviter justement ce genre de choses. Peut-être que ça paraît évident pour bon nombre d'entre nous, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc, c'est des conseils de santé qu'on peut promouvoir et qu'on doit promouvoir. Et aussi, on a toute une partie, comme on a quand même un métier très social, toute une partie de discussion avec les patients. Donc, on peut leur parler de tous les efforts que nous, on essaie de mettre en place. Donc, c'est la production de produits ménagers faits maison, la production, le choix des petites astuces pour réduire nos consommations. C'est des choses qu'on peut aborder aussi au cours de nos séances pour essayer de sensibiliser les patients petit à petit. Et pareil, sur la nutrition, on l'a vu, la part de nutrition, ça a un gros rôle dans notre système sur notre empreinte carbone. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut aborder avec les patients, chercher à développer une alimentation équilibrée. Parce que manger fast-food et manger équilibré avec des produits locaux, ça n'a pas du tout le même impact à la fois sur la planète et sur la santé. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi chercher à mettre en place, donc promouvoir une bonne alimentation. Et quitte à promouvoir une bonne alimentation, autant chercher à promouvoir une alimentation qui soit éco-responsable. Donc voilà tous les éléments qu'on peut mettre en place. En résumé, ce qu'on peut faire, c'est réduire nos déchets, réduire notre consommation et aider nos patients à nous accompagner dans ce domaine-là. Et c'est justement la diapo du lundi. Donc les petites choses à retenir de cette présentation, c'est que 1, l'environnement, il impacte notre santé. Même si on ne retient pas de quelle façon en détail l'environnement il impacte notre santé, c'est toujours intéressant de garder ça en tête parce que ça va nous permettre de au moins nous sensibiliser et de nous titiller si jamais on voit d'autres informations passer de ce côté-là.
Deuxième chose à retenir, c'est que le secteur de la santé, il participe au changement climatique. Le secteur de la santé est un secteur polluant et donc c'est aussi un secteur sur lequel il faut faire des efforts pour participer à l'enrayement des changements climatiques. Et enfin, ce que moi je peux faire, et c'est ce qu'on a vu sur les 3 dernières diapositives, c'est mener des actions de prévention envers mes patients, réduire mes déchets facilement. On a vu, il y a des moyens de les réduire très facilement et ce, dès cette semaine et chercher à consommer moins en termes énergétiques notamment. Donc voilà, ça c'est les points clés à retenir et j'espère que cette conférence vous a plu. Le diapositif, il sera bien évidemment, à votre disposition. Donc là, il y a un extrait de la bibliographie. Je ne les ai pas tous remis, notamment celles qui sont, les sources qui sont directement citées sur les diapositives. Ils ne sont pas toujours remis là, pour éviter les redites. Donc ça, c'est aussi des choses, un peu complémentaires si vous voulez aller voir. Et je vais vous quitter avec, plusieurs choses. D'abord des petits trucs pour aller plus loin, si jamais, cette thématique vous a plu et que vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Heu, 1 les 2 premiers, c'est des livres, il y a 2 MOOC et des podcasts, donc il y a en plus, un peu tous les supports pour, vous adapter. Le premier qui est, «L'urgence climatique est un leurre» de François Gervais. François Gervais, c'était un des chercheurs, français qui participait au GIEC, qui est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat et en fait, il a écrit un livre, heu, qui se base sur énormément de ressources scientifiques qui expliquent pourquoi l'urgence climatique est un leurre et pourquoi on s'inquiète pour rien. Donc en fait, si vous voulez aller un peu, contredire tout ce que je vous ai, dit aujourd'hui, ça peut être intéressant d'avoir, l'avis contraire. C'est toujours intéressant de chercher l'avis opposé pour pas croire sur parole ce qu'on vous dit et donc d'aller voir un peu tout ce qui se dit. Au contraire, si la thématique vous a plu et que vous voulez en apprendre plus sur cette thématique-là, je vous conseille le livre «Changement climatique et santé, prévenir, soigner et s'adapter» qui est, fait par, plusieurs, auteurs canadiens et qui est assez récent et très bien fait. Et ensuite le reste, les 3 autres, ressources sont en anglais, donc 2 MOOC qui sont, le premier sur, cette thématique-là, donc l'impact du changement climatique sur la santé, qui est très bien fait et facilement accessible, si on parle anglais parce que malheureusement c'est qu'en anglais. Le deuxième qui est sur la science du réchauffement climatique, donc pour savoir comment ça fonctionne, qui est aussi en anglais et qui, est pointu. Ça demande des connaissances, en sciences, pointues, mais qui restent faisables quand même un petit peu. Et le dernier, c'est un podcast qui s'appelle Green Dreamer, qui est aussi, en anglais et qui, fait des interviews avec des gens qui ont justement mis en place des actions éco-responsables dans leur quotidien et donc ça permet d'écouter et de prendre des idées de ce côté-là. Je vous laisse avec, mon contact, donc vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone, si jamais vous avez des questions, vous pouvez, sans problème me les poser et le logo que vous voyez là, c'est du coup, une minute d'autopromotion, donc conflit d'intérêts un petit peu. C'est un compte Instagram que j'ai créé qui justement parle, des liens entre, santé et climat et donc vous pouvez aller voir, j'essaye de faire des infographies pour essayer de sensibiliser les gens sur cette thématique-là, et on parle de un peu tout et donc si ça vous intéresse pour aller un peu plus loin, vous pouvez aller regarder les infographies, qui sont déjà existantes et les prochaines qui sortiront. Voilà pour moi et je voulais une nouvelle fois remercier, Diego et Julien pour l'invitation et j'espère que ça vous a plu et que, je n'étais pas trop long ou trop rapide. Non, parfait Arthur, merci beaucoup. Tu es bien dans les temps. Et donc voilà, je pense que c'est une très belle conférence. On va passer maintenant aux questions peut-être. On en a déjà reçu plusieurs. Euh, on commence peut-être avec la première qui était de Colette Baudard qui demandait si effectivement on avait des exemples de banques éco-responsables en Belgique. Et effectivement, je pense qu'on peut répondre oui. Julien, tu peux peut-être étayer un peu la question. Je ne sais pas si Arthur connaît les banques qu'on a en Belgique, mais en tout cas, en Belgique, on a accès entre autres à la banque Triodos, qui est une banque hollandaise, mais qui est présente aussi en Belgique.
et qui réalisent ces investissements et tout ça, que ce soit éco-responsable, mais aussi socialement responsable. Donc, ils ne vont pas investir dans les armes à feu et ce genre de choses. Culturellement aussi, ouais. Et d'ailleurs, la SBL a ses comptes chez Triodos, donc on y participe. Donc voilà, ça c'est un des exemples. Il y a Triodos, mais je sais, pour les autres banques, je ne connais pas spécialement. Il me semble qu'il y en a une deuxième en Belgique, mais je n'ai pas le nom en tête. Niobi, je crois. Euh, ouais, Newbie, c'est une banque coopérative, donc c'est pas forcément la même chose, même si elle se veut aussi un petit peu éco-responsable, etc. Mais sur Internet, si vous tapez score éco-responsable banque Belgique ou un truc comme ça, je sais qu'il y a un site qui reprend les banques avec un petit classement, enfin qui leur donne une note sur 100, je pense, par rapport justement à où est placé l'argent de ces banques-là. Donc voilà. Peut-être avant de poursuivre les questions, comme on avait prévu le webinaire jusqu'à 21h30. Je ne sais pas si vous voyez mon écran pour l'instant ou pas, Non, Julien. parce que je l'ai. Ouais, on va peut-être. Et là, vous voyez mon écran maintenant, je pense. Oui. Ouais, ok. Donc avant de poursuivre avec le reste, ce que je vais faire, c'est peut-être vous envoyer dans le chat le lien vers le questionnaire qui est obligatoire pour que les kinés belges, parce qu'il y a aussi des Français qui nous écoutent, mais pour que les kinés belges puissent avoir leur accréditation. Donc, il faut répondre à 5 questions qui sont très simples. Mais c'est juste pour prouver que vous avez suivi le webinaire jusqu'à la fin. Donc ça, je vais le mettre maintenant dans le chat. Vous pouvez déjà les répondre. Et alors, en attendant, je propose qu'on pose des questions à Arthur. Comme ça, tout se fait en même temps. Enfin, et comme ça, ceux qui veulent déjà partir, qui n'ont pas de questions, peuvent éventuellement partir. Donc, je vais mettre ça dans le chat. Et puis, Diego, je te laisse voir pour les autres questions. Alors, pour les autres questions, mais je pense que Arthur, tu sais y avoir accès aussi. Il y a Sophia Bryant Cano qui a posé une question. Je ne sais pas si tu sais la lire et éventuellement y répondre. Tu vois de quel il s'agit? Ouais. Donc sur les pays où les températures sont généralement plus chaudes, sur le graphique, on voit qu'il y a moins de morts. En effet, c'était la carte de répartition des pays. C'est dû à une meilleure gestion de la part du système de santé et du gouvernement. Par exemple, les campagnes de sensibilisation, canicule, qu'est-ce qui change entre pays européens, méditerranéens et les USA? Alors, du coup, c'est une question qui va du coup forcément être plurifactorielle. Il y a une part culturelle de l'exposition aux températures de façon plus prévalente. Donc, les gens qui sont exposés à des températures plus élevées de façon habituelle, du coup, sont beaucoup moins sensibles d'un point de vue pathologique à une augmentation des températures. On a bien évidemment une part de gouvernementale, donc tout ce qui va être la mise en place de prévention et de sensibilisation auprès des populations. Donc, c'est-à-dire s'il y a des bonnes campagnes de sensibilisation sur justement éviter de s'exposer à des températures trop élevées, notamment dans les périodes de canicule, ça va avoir aussi un impact sur le nombre de morts. Et aussi, on va avoir un impact du coup de la part du secteur de la santé et du coup plus dans des politiques sociales qui sont justement dans l'accès aux soins pour tous, dans l'accès à l'information, dans l'accès au système d'aide. Comme on l'a vu, en fait, si on a des politiques qui sont mises en place pour favoriser l'accès aux soins pour tous, forcément, on va avoir une diminution des nombres de morts liés à la chaleur. Mais en fait, c'est pour ça que ça explique que pour des pays sur la même latitude, on n'a pas forcément les mêmes impacts parce qu'on a des politiques qui sont gérées différemment, parce qu'on a des facteurs socioculturels qui sont gérés différemment, et parce qu'on a aussi des climats qui sont différents, c'est-à-dire les climats côtiers sont beaucoup plus doux et tempérés que les climats qui sont plus continentaux, qui ont tendance à avoir des pics de chaleur plus importants et qui du coup vont se traduire avec une augmentation du nombre de morts parce qu'ils ont moins l'habitude. Et donc en fait, c'était vraiment un facteur plurifactoriel. Et donc, ce qui change entre les pays méditerranéens européens des USA, ça va être la gestion du système de santé principalement et comment est-ce qu'on accompagne les gens qui sont exposés aux facteurs de risque qui est du coup les températures élevées. J'espère que ça a répondu à ta question, Sophia. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le dire dans le chat. Je pense effectivement que ça a répondu à la question. Alors, je ne vois pas beaucoup d'autres questions, sauf si je suis passé à côté.
mais il me semble que c'est à peu près tout. Après, il y a quelqu'un qui a dit en kiné respiratoire, essayer de diminuer Ah les oui. aérosols doseurs. C'est pas Mhm. une question, mais du coup, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi, donc que je n'avais pas dit. Donc, Ouais. merci à la personne qui l'a proposé, en effet. Moi, parce qu'on t'a pas encore remercié, mais je veux te remercier pour ta présentation aussi, Arthur, qui était intéressante, même si c'est un peu survolé au début. Et je pense qu'on pourrait y passer bien plus de temps, mais en tout cas, ça donne déjà plein de petits tips et de petites choses à mettre en place dès demain au cabinet. Entre autres, moi, j'ai appris des petites choses sympas comme l'onglet favoris, de mettre un petit peu des favoris le plus possible. C'est pas mal, c'est très simple à faire et puis c'est un petit truc. Et la bouteille d'eau dans les toilettes. Ouais, Mm. qui est assez facile. Et alors, moi, parce que j'avais une question par rapport à la pollution des data centers, etc., notamment au niveau des dossiers patients. Je ne sais pas si tu sais répondre, mais est-ce que c'est plus intéressant d'avoir des dossiers papier ou des dossiers qui sont sur un ordinateur et en général sur un cloud euh, à ce niveau-là, au niveau soit de consommation de papier, soit pollution numérique du coup. Je ne sais pas si tu as une réponse claire là-dessus ou... J'ai j'ai pas de réponse appuyée scientifiquement. Mhm. J'ai un avis. Est-ce que tu veux mon avis? Ouais, je veux bien. Oui, oui. Je pense qu'en termes énergétiques, c'est peut-être mieux le dossier papier parce que euh, le papier recyclé est très peu polluant, ou en tout cas il se recycle très bien. Donc au final, avoir des dossiers papier d'un point de vue éco-responsable, ça va, parce que les papiers où on écrit, c'est plutôt bien recyclé et ça ne coûte pas grand-chose à produire parce qu'en fait, le papier de base, c'est produit avec c'est notamment et en grande partie produit avec les déchets de tout ce qui est utilisation autre des arbres. Donc en fait, la production de papier a très peu d'impact sur la déforestation en soi, vu que c'est que de la réutilisation de déchets d'arbres qui ont déjà été coupés pour ensuite faire de la pâte à papier et faire le papier derrière. Alors que le cloud numérique, comme on l'a vu, c'est des données qui sont stockées et ces données qui sont continuellement accessibles. Du coup, font tourner des gros data centers qui consomment énormément d'énergie. Donc, je pense que d'un point de vue éco-responsable, le dossier papier est peut-être plus intéressant. Après, d'un point de vue parcours de santé, le dossier papier, c'est nul parce que c'est très compliqué à partager. Mhm. Donc là, c'est la complexité de notre métier, c'est-à-dire que même si on veut être le plus éco-responsable possible, il faut aussi qu'on pense au parcours de soins du patient et faire en sorte qu'on ne soit pas délétère dans nos actions sur la santé et l'accompagnement de nos patients. Ok. Merci pour ton avis du coup. Et alors, j'ai la même question qui me vient en posant celle-là, du coup, au niveau des communications avec les médecins qui ne sont pas forcément dans le même quartier, tout ça. Est-ce qu'il vaut mieux leur envoyer un courrier papier ou un mail? Ou les appeler. Les appeler quand on a les numéros directs, c'est peut-être le plus simple, mais faire tout un rapport par appel, c'est parfois un peu long. Ouais, et puis s'il faut être très écrit, effectivement. Mm. Le plus éco-responsable, c'est sûrement l'appel, je Mhm. pense. Parce qu'en fait, l'envoi papier, ça va nécessiter la production du papier, le transport de toi jusqu'à la poste, enfin le service de distribution, puis le service de traitement des données des envois, plus ensuite la distribution derrière. Et du coup, il y aura potentiellement une réponse aussi derrière. Donc ça, c'est aussi un coût énergétique à prendre en considération. Et je n'ai aucune idée de la différence entre l'impact des services postaux et l'impact des services de mail d'un point de vue écologique. Donc, je n'ai pas de réponse de ce côté-là. Pas très grave, c'est un peu pointu quand même comme question. Mais du coup, s'il n'y a plus de questions qui viennent, Alors, il y a juste Sophia qui t'a remercié en disant que tu as bien répondu à la question. Je ne sais pas si
si tu as lu ça. Donc, voilà. Ok, bah oui, c'est sûr que c'était intéressant en tout cas. Donc, comme Arthur vous l'a signalé, le PowerPoint pourra vous être envoyé pour peu qu'Arthur me l'envoie, mais je pense que ça ne posera pas de problème. La vidéoconférence a aussi été enregistrée, on la remettra probablement sur Facebook pour que vous puissiez la revoir s'il y a des points sur lesquels vous voudrez revenir. Et alors, on va terminer juste pour ceux qui sont encore là, parce que je vois qu'on a encore une soixantaine, plus ou moins, à être là. 70. C'est qu'on organise d'autres webinaires ici dans le courant du mois de mars, oui, mois de mars, le 15 mars, et dans le courant du mois d'avril, mais la date est encore à définir, sur des thèmes qui sont aussi d'actualité, entre autres avec l'impact de la pandémie, enfin, du Covid-19 sur les troubles musculo-squelettiques, et entre autres dû à l'immobilité, etc., et au télétravail. Il y a Diego qui présentera le 15 mars un webinaire sur les techniques de relâchement myofacial pour un petit peu éclaircir la réalité dans la tendance. C'est des techniques un peu à la mode, mais voir un petit peu scientifiquement qu'est-ce qui appuie ces techniques-là ou non. Pour ça, les activités sont déjà, les inscriptions pardon, sont déjà ouvertes via notre site web ou la page Facebook. Et alors au niveau présentiel, on a deux formations qui sont déjà au programme. Et la première, enfin une qui est déjà ouverte aux inscriptions parce qu'elle se déroule du 9 au 16 mai, donc en 3 jours, sur l'évaluation et le développement des qualités musculaires dans la pratique du kinésithérapeute. Donc le but n'est pas de donner un cours sur le renforcement, sur la musculation pour des préparateurs physiques, mais un petit peu voir comment est-ce qu'on peut donner au mieux nos méthodes de renforcement aux patients en cabinet. Et donc, il y aura une présentation sur toutes les techniques classiques, on va dire, et puis des méthodes un peu plus innovantes comme le Blood Flow Restriction Training ou des méthodes qui mixent un petit peu les effets mécaniques et physiologiques des différentes techniques de renforcement, etc. Donc ça sera du 9 au 16 mai. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site aussi. Et puis en juin, il y aura 2 jours sur la gestion de la douleur, entre autres des douleurs chroniques, mais pas que, données par Anthony Alimi, que vous avez déjà peut-être croisé sur les réseaux sociaux. Et là, les inscriptions seront bientôt ouvertes, donc vous serez avertis par mail et via les réseaux sociaux, entre autres. Mais vous pouvez déjà aller voir le programme de la formation sur le site, si ça vous intéresse. Voilà, moi, je n'ai plus rien à dire. Donc, si Diego ou Arthur, vous avez quelque chose à rajouter, vous êtes les bienvenus. Et sinon, on va doucement couper la présentation de ce soir. À part dire merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et encore merci Arthur pour cette belle présentation. Moi, je pense que ça peut être le mot de la fin.